En octobre 1347, 12 navires génois accostèrent au port de Messine, en Sicile. Les autorités portuaires s'avancèrent sur les quais, comme elles le faisaient pour chaque arrivée commerciale depuis des décennies. Ce qu'elles découvrirent à bord les paralysa. La plupart des marins étaient morts. Ceux qui respiraient encore gisaient sur les ponts, couverts de bubons noirs et purulents de la taille d'un œuf, crachant du sang. Leur corps exhalait une puanteur que les témoins de l'époque comparèrent à celle de la chair en décomposition depuis des semaines. Les fonctionnaires portuaires ordonnèrent immédiatement aux navires de quitter le port et d'appareiller en haute mer. Il était trop tard. Dans les cales de ces 12 navires vivait la plus grande catastrophe démographique de l'histoire occidentale. Non pas sous la forme d'une armée, non pas sous la forme d'une arme forgée par la main de l'homme, mais sous la forme de puces nichées dans la fourrure de rats noirs, transportant une bactérie vieille de millions d'années, Yersinia pestis. Ce qui allait suivre tuerait entre 25 et 30 millions d'Européens en l'espace de 6 ans. Un tiers du continent, dans certaines régions, la moitié de la population entière. Et bien que l'histoire ait retenu la peste noire comme une catastrophe sanitaire, la réalité systémique est bien plus dérangeante. Cette épidémie fut le produit direct d'un réseau commercial mondial, d'une logique d'optimisation du profit et d'une arme biologique délibérément utilisée lors d'un siège militaire sur les rives de la mer Noire. La mort ne frappa pas l'Europe au hasard. Elle suivit les routes du commerce. Pour comprendre comment une bactérie née dans les steppes d'Asie centrale put atteindre les ruelles de Florence en moins de 10 ans, il faut d'abord comprendre la structure économique du 14e siècle. Le monde médiéval de 1340 était, contrairement à l'idée reçue, profondément et dangereusement interconnecté. L'Empire mongol, à son apogée un siècle plus tôt, avait établi la Pax Mongolica, une période de stabilité relative qui permit un flux de marchandises sans précédent entre la Chine, l'Asie centrale, la Perse et les cités marchandes italiennes. La route de la soie n'était pas un chemin unique. C'était un réseau complexe d'artères commerciales reliant Pékin à Venise, transitant par Samarcande, Tabriz, Trébizonde et le port de Caffa en Crimée. Caffa, ce comptoir génois sur la péninsule de Crimée, était la clé de voûte du commerce européen en mer Noire. Les marchands de Gênes y avaient établi une colonie fortifiée et autonome dès le XIIIe siècle, avec l'accord des khans mongols locaux. C'était l'un des nœuds commerciaux les plus lucratifs du monde médiéval. Soieries chinoises, épices indiennes, fourrures russes, cire et ambre de la Baltique, tout transitait par Caffa avant d'être chargé sur des navires génois en direction des marchés méditerranéens. La logique économique de ce réseau avait une propriété unique. Il optimisait la vitesse et le volume de façon continue. Les marchands génois cherchaient à transporter les cargaisons les plus lourdes possibles, dans les délais les plus courts possibles. Chaque escale était calibrée pour maximiser le profit et minimiser le temps d'immobilisation. Ce modèle logistique, qui avait rendu Gênes et Venise insolemment riches, allait se révéler être le mécanisme de propagation le plus efficace qu'une épidémie ait jamais exploité. La bactérie Yersinia pestis circulait dans les populations de rongeurs d'Asie centrale depuis des décennies, peut-être des siècles, dans un équilibre fragile avec ses hôtes naturels, des marmottes et des rats des steppes qui avaient développé une résistance partielle. Les premières perturbations de cet équilibre apparurent dans les sources chinoises et persanes au cours des années 1330. Des chroniques mongoles signalèrent des épidémies dévastatrices dans les provinces du Henan et du Hebei. Des caravanes entières moururent en chemin. Les marchands qui survivaient ne savaient pas ce qu'ils transportaient dans leurs ballots de marchandises. La route de la soie était en train de devenir une route de la mort. En 1346, la situation à Caffa atteignit un point de bascule. Les relations entre la colonie génoise et les khans de la Horde d'Or s'étaient progressivement détériorées sous l'effet de frictions commerciales et d'incidents de frontières. Un conflit ouvert éclata et les forces du khan Janibeg lancèrent le siège de la ville fortifiée.
Ce siège aurait pu rester une confrontation militaire médiévale ordinaire, une place forte tenue par des marchands étrangers, assiégés par une puissance nomade. Mais l'armée mongole était en train de mourir intérieurement. La peste avait atteint les steppes du Ponteux Euxin et les soldats de Djani Beg tombaient par milliers avant même d'avoir livré bataille. Les chroniques de l'époque, notamment celle du notaire génois Gabriele de Moussi, qui recueillit des témoignages directs de survivants, décrivent une armée décimée par une maladie que personne ne comprenait et que personne ne pouvait soigner. C'est à ce moment que Djani Beg prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Il ordonna de catapulter les cadavres de ses soldats morts de la peste par-dessus les remparts de Kaffa. Ce geste, que les historiens considèrent aujourd'hui comme le premier acte documenté de guerre biologique délibérée, possède une logique militaire froide et rationnelle. Si l'armée mourait de toute façon, autant transformer ces morts en projectiles. Les cadavres, catapultés à l'intérieur de la ville, devaient là contaminer l'eau, l'air et les défenseurs. Les Génois, horrifiés, jetèrent les corps à la mer aussi vite que possible. Mais la contamination était déjà en marche selon une mécanique qu'aucun contemporain ne pouvait visualiser. Les puces quittaient tous les cadavres refroidissants pour chercher de nouveaux hôtes vivants. Les rats dans les entrepôts de Kaffa s'infectèrent et les marchands génois, comprenant qu'une maladie inconnue et foudroyante se propageait à l'intérieur des murs, prirent la décision rationnelle qu'ils pouvaient prendre. Ils chargèrent leurs navires aussi vite que possible et mirent à la voile. Ils emportèrent leurs soieries, leurs épices, leurs fourrures et leurs créances commerciales, et leurs rats. Les navires génois quittèrent Kaffa au printemps et à l'été 1347. Leur route commerciale habituelle les mena d'abord à Constantinople, la plus grande ville d'Europe et le carrefour de toutes les routes maritimes de la Méditerranée orientale. La peste s'y déclara presque immédiatement. L'historien byzantin Nicéphore Grégoras décrit une ville sidérée par les symptômes d'une maladie que la médecine de l'époque ne possédait aucun cadre pour analyser. Fièvre brutale et soudaine, bubons douloureux aux aisselles, à l'aine et dans le cou, noircissement cutané autour des lésions, d'où le nom de peste noire, donné plus tard par les chroniqueurs européens, mort en 2 à 5 jours dans la majorité des cas. Certaines victimes moururent dans les heures qui suivaient l'apparition des premiers symptômes. Constantinople était le nœud commercial par excellence. Depuis ses quais partaient des navires vers Alexandrie, Gênes, Venise, Marseille, Barcelone. Chaque embarcation qui franchissait le Bosphore transportait des marchandises, des marins et potentiellement des rats infectés dans ses cales. En octobre 1347, les 12 navires qui atteignirent Messétienne et Messine ne furent pas les seuls à propager la peste sur le sol européen. D'autres navires, partis des mêmes ports, avaient déjà touché Gênes et Venise quelques semaines plus tôt. Mais Messine reste dans les chroniques comme le point zéro symbolique, parce que ce fut la première ville où les autorités comprirent l'ampleur de ce qui arrivait et tentèrent une réponse, trop tardive, trop incomplète. Expulser des navires d'un port ne signifiait pas expulser la bactérie. Elle était déjà à terre. Dans les entrepôts du port, dans les habitations des débardeurs, dans les mains des marchands qui avaient manipulé des ballots de tissu sans savoir que des puces infectées y étaient dissimulées. Le mécanisme de propagation était systémique et auto-renforcé. Plus le commerce était actif, plus la bactérie se propageait. Les routes maritimes les plus fréquentées, Messine, Gênes, Venise, Marseille, Barcelone, furent les premières et les plus durement touchées. Les grandes foires commerciales de Champagne et de Flandre, où se rencontraient des marchands de toute l'Europe, devinrent des centres de diffusion continentale. Les routes terrestres des convois marchands portèrent la peste de ville en ville, de marché en marché, de foire en foire. En 1348, la peste ravageait la France, l'Espagne, l'Angleterre et le nord de l'Italie. En 1349, elle atteignait l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne et les pays scandinaves. La carte de sa progression géographique suit avec une précision troublante les cartes des réseaux commerciaux médiévaux, une coïncidence qui n'en est pas une. Les chiffres sont connus.
Leur réalité systémique, en revanche, est rarement exposée dans toute sa brutalité froide. L'Europe de 1340 comptait approximativement 75 millions d'habitants. Entre 1347 et 1353, la peste noire en tua entre 25 et 30 millions. À titre de comparaison, la Première Guerre mondiale, sur 4 ans de carnage industriel, tua 17 millions de personnes. La peste tua davantage en 6 ans, sans armée, sans canon, sans stratégie. Mais les moyennes nationales masquent des réalités régionales encore plus catastrophiques. Florence perdit entre la moitié et les 2/3 de sa population en moins d'1 an. Hambourg et Brême perdirent peut-être 60% de leurs habitants. Dans le Languedoc, certains villages furent entièrement abandonnés et ne se repeuplèrent jamais. Les monastères, où les moines vivaient en communauté dans des espaces confinés, furent décimés avec une efficacité terrifiante. Certains ordres religieux perdirent plus des 2/3 de leurs membres en quelques mois. L'infrastructure économique de l'Europe médiévale reposait sur un équilibre démographique précis. Le clergé assurait l'administration spirituelle et souvent civile. La noblesse terrienne organisait la production agricole. La paysannerie fournissait la main-d'œuvre. La peste frappa les trois simultanément, déséquilibrant un système qui avait mis des siècles à se stabiliser. Les paysans, vivant dans des conditions sanitaires précaires et partageant leurs habitations avec les rats noirs, furent touchés massivement. Mais dans les villes, la densité de population créa des conditions encore plus favorables à la propagation. Les marchands, les artisans, les médecins, les notaires, les couches actives de l'économie urbaine furent frappés de plein fouet. Les médecins qui soignaient les malades mouraient à leur tour. Les prêtres qui administraient les derniers sacrements contractaient la maladie au chevet des mourants. Les fossoyeurs ne suffisaient plus à creuser les tombes. La double ironie systémique était implacable. Les régions les plus prospères, les plus connectées commercialement, furent les premières et les plus durement atteintes. La richesse avait attiré le commerce. Le commerce avait apporté la mort. L'Église catholique, puissance institutionnelle dominante de l'Europe médiévale, se retrouva face à une crise qu'elle ne pouvait gérer avec aucun de ses outils théologiques ou pratiques habituelles. La réponse officielle oscilla entre la prière collective, les processions de pénitents et la désignation de boucs émissaires. Les communautés juives furent accusées d'avoir empoisonné les puits, une accusation qui déclencha des massacres de masse à Strasbourg, Mayence, Cologne et dans des centaines d'autres villes. À Strasbourg, en février 1349, environ 2000 Juifs furent des brûlés vifs avant même que la peste n'ait atteint la ville. Ces pogroms, encouragés ou tolérés par des autorités cherchant à canaliser la panique populaire, représentèrent une catastrophe parallèle d'une ampleur considérable. Mais la crise institutionnelle de l'Église allait au-delà du bouc émissaire. Les prêtres mouraient en masse, car leur fonction les plaçait au contact direct des mourants. Des paroisses entières se retrouvèrent sans pasteur. L'administration des sacrements, la confession, l'extrême-onction, l'enterrement chrétien devint matériellement impossible dans des régions entières. Le pape Clément VI, réfugié à Avignon entre deux brasiers allumés nuit et jour pour purifier l'air autour de lui, dut accorder l'absolution générale in articulo mortis, sans présence d'un prêtre, une concession théologique qui aurait été considérée comme une hérésie quelques mois plus tôt. Cette incapacité de l'Église à expliquer la catastrophe dans un cadre théologique cohérent et à y apporter une réponse pratique ébranla profondément l'autorité religieuse à une échelle continentale. La confiance dans les structures ecclésiastiques fut sapée d'une façon que les réformateurs du siècle suivant allaient exploiter avec une précision chirurgicale. L'ordre féodal subit une désintégration parallèle. Le servage reposait sur un postulat démographique simple, une main-d'œuvre paysanne abondante, contrainte par la coutume et la loi au service de nobles propriétaires fonciers. La peste détruisit ce postulat en quelques mois. Les seigneurs qui survécurent se retrouvèrent avec des terres non cultivées, des villages abandonnés et une pénurie catastrophique de bras.
Le rapport de force millénaire entre le seigneur et le paysan venait de basculer. C'est ici que l'analyse systémique révèle sa dimension la plus contre-intuitive et la plus dérangeante. La peste noire fut la plus grande catastrophe démographique de l'histoire européenne. Elle fut aussi, indirectement, l'un des vecteurs de transformation économique et sociale les plus puissants que le continent ait jamais traversé. La logique est d'une clarté implacable. Quand un tiers de la main-d'œuvre disparaît en 6 ans, le travail se raréfie. Et quand le travail se raréfie, son prix augmente. Les paysans survivants le comprirent rapidement et pour la première fois en des siècles, ils disposaient d'un levier de négociation réel. Les seigneurs, qui avaient besoin de cultiver leurs terres pour survivre, durent offrir des conditions améliorées. Rémunération en argent plutôt qu'en corvée, allègement des obligations féodales, parfois même la liberté formelle. La mobilité paysanne, criminalisée et réprimée depuis des générations, devint une réalité de fait. Un serf pouvait fuir son seigneur et trouver dans le domaine voisin un propriétaire désespéré de main-d'œuvre. La réaction des élites fut rapide et révélatrice de leur panique. En Angleterre, le statut des laborants de 1351 tenta de geler les salaires agricoles à leur niveau d'avant la peste et d'imposer le travail obligatoire aux paysans disponibles. Cette loi, édictée par une aristocratie terrifiée par les conséquences économiques de la dépopulation, fut massivement contournée et finalement inefficace. Elle révèle néanmoins, avec une brutalité transparente, la nature de la prise de conscience des classes dirigeantes. La peste avait transféré du pouvoir économique vers le bas de la hiérarchie sociale, et les élites savaient exactement ce que cela signifiait pour leur position. En France, la même dynamique produisit la jacquerie de 1358, une rébellion paysanne d'une violence qui sidéra les contemporains, symptôme direct des tensions économiques générées par la peste et par les tentatives brutales de la noblesse pour les endiguer. Les circuits du grand commerce furent également perturbés en profondeur. Les grandes maisons bancaires florentines qui avaient financé le commerce de la route de la soie, les Bardi et les Peruzzi, les 2 plus grandes institutions financières d'Europe, s'effondrèrent dans ce contexte de désorganisation économique générale. La perturbation des routes commerciales, la mort des partenaires et des débiteurs, l'effondrement de la confiance dans les circuits d'échange habituels. La peste ne tua pas seulement des hommes. Elle détruisit des structures financières que des générations de marchands avaient mis un siècle à construire. L'Europe de 1380 n'était plus l'Europe de 1340, et cette transformation dépassait la simple arithmétique des morts. La raréfaction de la main-d'œuvre accéléra l'adoption de technologies mécaniques destinées à compenser les bras manquants. Les moulins à vent et à eau, les mécanismes d'horlogerie, les techniques agricoles améliorées, des innovations qui stagnaient depuis des décennies, commencèrent à se diffuser plus rapidement. La nécessité économique créée par la mort exigeait des solutions techniques là où la main de l'homme faisait défaut. Dans les universités médiévales, des médecins confrontés à une épidémie que la médecine galénique traditionnelle était incapable d'expliquer commencèrent à observer, à mesurer, à comparer des cas cliniques. Les traités médicaux, rédigés pendant et après la peste, constituent les premiers jalons fragiles d'une approche empirique de la maladie, l'observation du réel contre le commentaire des textes anciens, qui allaient, des siècles plus tard, contribuer à fonder la médecine moderne. La démographie perturbée créa également une nouvelle économie de la piété. Les fondations pieuses, les hôpitaux, les institutions caritatives se multiplièrent à une vitesse sans précédent, financés par des legs testamentaires d'une ampleur colossale. Des individus confrontés à la certitude concrète de leur mort imminente redistribuèrent des fortunes considérables, redessinant la topographie institutionnelle et immobilière de l'Europe médiévale. Et puis, il y a le paradoxe le plus déroutant de tous. Dans les décennies qui suivirent de la peste, la qualité de vie matérielle des survivants augmenta dans des proportions remarquables et mesurables. Les salaires réels, c'est-à-dire le pouvoir d'achat effectif des travailleurs, atteignirent, dans certaines régions d'Europe, des niveaux que le continent ne retrouverait pas avant le 19e siècle. Les travailleurs qui avaient survécu mangeaient mieux, se logeaient dans des espaces plus grands
et négociaient leurs conditions de travail avec une liberté que leurs grands-pères n'auraient pas imaginée. La mort de 30 millions de personnes avait, dans sa logique économique froide et implacable, amélioré les conditions de vie de ceux qui restaient. En octobre 1347, un fonctionnaire portuaire de Messine regarda s'éloigner 12 navires qu'il venait d'expulser de son port. Il croyait avoir protégé sa ville en appliquant les règles avec diligence. La bactérie était déjà à terre depuis des heures. Ce moment, un administrateur compétent qui prend la bonne décision trop tard résume quelque chose d'essentiel sur la mécanique des catastrophes systémiques. Personne n'avait planifié de propager la peste à travers l'Europe. Les marchands génois avaient fui Caffa pour survivre. Les rats avaient suivi la nourriture. Les puces avaient cherché un autre chaud. Le Khan Janibeg avait utilisé ses morts comme une arme parce que c'était militairement rationnel. Chaque acteur avait suivi une logique cohérente dans son propre cadre de référence. Et ensemble, ils avaient mis en marche la destruction d'un tiers d'un continent. La route de la soie, ce chef-d'œuvre de logistique commerciale, ce réseau qui avait rendu possible les échanges de soieries, d'épices, d'idées et de monnaie sur des milliers de kilomètres pendant des générations, s'était révélé être aussi l'infrastructure de propagation la plus efficace qu'une bactérie mortelle pouvait espérer trouver. Les systèmes qui créent la richesse et les systèmes qui propagent la catastrophe partagent souvent la même infrastructure. C'est la leçon la plus froide et la plus durable de la peste noire. Et c'est une leçon que l'histoire n'a jamais cessé de répéter.